Alors, à ton retour chez toi. Et à Rome. À Rome. À Rome. À Rome. Le double jeu d'Arminius est dangereux, mais il fonctionne. Ouvrez les portes! Ouvrez! Un matin de septembre, il quitte le camp avec une partie de ses troupes auxiliaires. Varus n'a pas tenu compte de l'avertissement de Ségestès et laisse carte blanche à Arminius. Il n'y aura pas de deuxième avertissement, disent les sources. As-tu confiance en lui? Je n'en sais rien. Mais que pourrait-il faire contre nous? Ça va bientôt être l'automne. Dans ce pays, le temps a vite fait de changer. Nous devrions lever le camp. Traverser cette horrible contrée par temps humide ne doit pas être une partie de plaisir. Arminius a atteint le point de non-retour. Allez! Suivez-moi! En avant! Viens! Viens! Son destin va se jouer dans les jours qui suivent. Les guerriers des tribus germaniques se rassemblent en cachette dans la forêt. C'est aussi leur avenir qui est en jeu. Les dieux sont avec nous! Ils nous prédisent une grande victoire! Oui! 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 Même si, comme tu le dis, les dieux nous prédisent la victoire, contre les légions de Varus, nous n'aurons pas la moindre chance si nous les affrontons en plaine. Je les connais bien, j'ai combattu à leur côté en Pannonie. Les légions ont l'habitude de progresser en rang serré, avec une force telle que si nous les attaquions à découvert, nous serions irrémédiablement défaits. Nous les attaquerons pendant leur marche. Leur colonne s'étire comme un ver sur plusieurs lieues. Mais Varus est accompagné par 3 légions, ce qui représente 20 000 soldats environ. Nous leur sommes inférieurs en nombre, nous ne pouvons pas les attaquer partout en même temps. Ce serait voué à l'échec. En revanche, je sais que par-dessus tout, ils craignent notre forêt et qu'ils détestent les marécages et les vallées étroites. Il faut les piéger, les attirer dans nos forêts, sur notre terrain. Le cliquetis de milliers d'armures et le pas lourd des soldats doivent s'entendre jusqu'au fond des bois lorsque les 17e, 18e et 19e légions lèvent le camp. Les soldats sont de bonne humeur. Bientôt, ils auront quitté ce pays inhospitalier. Dans les camps du Rhin, ils auront des femmes, du vin, des jeux et des bains. Varus se voyait peut-être déjà dans une villa à Rome, comblé d'honneur au soir de sa vie. L'immense colonne emprunte la route habituelle. Depuis la Weser, marche vers le sud, contournement des contreforts de la forêt de Teutobourg, puis direction le Rhin en suivant la Lippe. Nous ignorons comment Arminius réussit à attirer Varus et ses légions dans la forêt. Des sources romaines mentionnent de façon laconique « Alors qu'Arminius et ses troupes auxiliaires furent envoyés en reconnaissance, ils massacrèrent les soldats romains qui stationnaient dans leur pays. » Arminius et ses hommes sont habillés comme des soldats romains. Les Romains les prennent naïvement pour des alliés. L'attaque surprise ne leur laissera aucune chance.
Mettez le feu à la tour. Les sentinelles des tours de guet érigées par les Romains en bordure de leur route sont les premières victimes. Et Arminius fait en sorte que ces attaques ne passent pas inaperçues. À la fin du premier jour, la colonne a atteint les contreforts de la forêt de Teutobourg. Le terrain est plat, le temps est gris mais sec. Les Romains progressent bien. C'est à ce moment-là qu'Arminius lance sa manœuvre de diversion. Halte! Comment Varus va-t-il réagir? À ton avis, Quintulus Varus, de quoi s'agit-il? On dirait qu'Arminius se trouve effectivement confronté au soulèvement d'une troupe d'insurgés. Ce n'était donc pas de simples rumeurs comme il le croyait. C'est alors que Varus commet l'erreur fatale. Au matin du deuxième jour, les Romains dévient de l'itinéraire habituel. Arminius, viens voir! Varus s'enfonce dans la forêt avec ses légions. Il veut porter secours à Arminius et étouffer le soulèvement dans l'œuf. Le plan se déroule comme prévu. À quel endroit précis Varus a-t-il quitté la voie militaire? Une chose est sûre. Il s'est éloigné de sa route pour conduire ses troupes en terrain inaccessible, au cœur de la forêt de Teutobourg. Cette zone montagneuse dans le nord-ouest de l'Allemagne est caractérisée par des falaises abruptes, des vallées encaissées et une végétation dense. Infranchissable pour un convoi de 22 000 hommes. Un cauchemar pour les soldats romains. La progression des troupes est entravée. Le sol glissant et truffé de racines oblige la formation à s'éparpiller. Alourdis par leur équipement, les légionnaires se fatiguent à chaque pas. Les chariots lourdement chargés et le grand nombre de civils rendent la progression encore plus difficile. Pourquoi Varus s'est-il entêté à s'enfoncer dans la forêt? Cela restera jamais son secret. Que se passe-t-il? Vite, vous bloquez la colonne. Donnez-leur un coup de main. Allez! Allez, un effort! Les Germains, eux, connaissent parfaitement la forêt. Armés seulement de lances, de haches et d'épées, ils arrivent sans bruit de tous côtés en empruntant les sentiers battus. Arminius met ses hommes en position dans les sous-bois. Les Romains ne remarquent rien. Bien avant de rencontrer le moindre ennemi, les Romains sont déjà affaiblis d'avoir bataillé contre la forêt. Dion Cassius écrit « Avant l'attaque, les Romains avaient déjà fort affaire à abattre des arbres, tailler des sentiers et construire des ponts. » Exactement ce que voulait Arminius.
Tout s'est déroulé comme Arminius l'avait prévu pour son embuscade. Il allait choisir le moment précis où les Romains seraient déjà trop loin de leur route pour pouvoir faire demi-tour une fois qu'ils auraient essuyé les premiers assauts. Ils seraient forcés de continuer à marcher et le piège se refermerait sur eux. On ignore le nombre de guerriers mobilisés par Arminius, mais il était sans doute loin d'approcher celui des 3 légions. Entre-temps, la colonne romaine s'est distendue. Si Arminius n'en attaque qu'une partie, sa propre troupe sera supérieure en nombre. Arminius possède un autre atout décisif. Il sait que sur un terrain sans visibilité, les légions sont protégées sur leurs flancs. Cette protection est assurée par des cavaliers auxiliaires, c'est-à-dire des soldats germains sous ses ordres. Et ceux-ci ont rejoint la révolte. Varus ne se doute pas que la première vague d'attaque contre ces légions viendra de ses propres flancs-gardes. Les Germains, postés à l'affût, dévalent les collines et chargent. Les flancs-gardes changent de côté. L'effet de surprise est total. Attention, on nous attaque! Les Germains se battent plus avec leur corps qu'avec leurs armes, dit-on. Dans la confusion, les chariots et les civils empêchent les soldats d'aller chercher du renfort. Assaillis sur leurs 2 flancs, les Romains ne peuvent se mettre en formation. La plus puissante armée de l'Antiquité se retrouve sans défense. Arminius adopte une tactique contraire à toutes les méthodes habituelles de combat des Romains. Effet de surprise, des frappes rapides suivies d'un repli. La tactique d'Arminius rappelle le principe de la guérilla en ce qu'elle retarde l'affrontement principal le plus longtemps possible, jusqu'à ce que l'adversaire soit suffisamment affaibli. Il a profité de sa connaissance du terrain pour préparer son embuscade et lancer des attaques surprises. Allez, debout! Il semblerait qu'Arminius n'ait attaqué que le centre de la colonne, l'isolant des cohortes arrière et avant et la privant momentanément de renfort. Ramassez les armes! Tout ce que vous pouvez! Allez! Et lorsque les renforts arrivent enfin, les Germains se sont retranchés dans la forêt depuis longtemps. J'attends, préfet Numonius. Faites-moi votre rapport. Je veux savoir ce qu'il en est. La situation est critique. Varus, il semblerait que notre couverture de flanc soit passée du côté adverse et nous ait attaqués par surprise. Nous avons reçu le même genre de nouvelles de la partie arrière de la colonne. 2 centuries ont été perdues avant même d'avoir pu combattre. Nous attendons d'autres nouvelles. Je vois. Est-ce une attaque d'envergure ou le fait d'une petite horde de barbares?
À mon sens, nous sommes face à une troupe de Germains relativement importante. Et Arminius, avons-nous eu de ces nouvelles? Bon, ça ne fait rien. Il faudrait se remettre en route le plus vite possible. Dès que nous aurons trouvé dans cette horrible forêt un endroit adéquat et que les légions seront rassemblées, nous pourrons faire un bilan et aussi commencer à bâtir un camp d'étape. Selon Tacite, les officiers réussissent à faire sortir leurs troupes de la forêt. Les 3 légions construisent un camp fortifié. Aucune n'a été totalement décimée. Rome a perdu une bataille, mais pas encore la guerre. Varus a suivi la procédure habituelle. Ces hommes ont construit un camp d'étape sur un terrain uniforme tant que leurs forces le leur permettaient. Il a eu raison de le faire, car l'ennemi était toujours là. Il devait veiller à ce que ces hommes puissent au moins se reposer la nuit sans être constamment exposés à des attaques. Un fossé et une palissade, derrière lesquels étaient postés des sentinelles, étaient censés tenir l'ennemi à distance et dissuader toute offensive. Les blessés sont soignés à l'abri des remparts. Numonius et Aegius font le point sur la situation. Aegius, parle. Nos pertes sont plus importantes qu'on ne craignait. Nous déplorons 8 cohortes totalement décimées. Que suggères-tu? Peut-être. Devrions-nous rester ici? Tu as raison. Partir serait une folie. Suis-moi. Je viens. Et Varus? Son prestige est sérieusement écorné. Il lui faut agir sans tarder. Le camp est érigé. Je pense que nous devrions rester ici et dépêcher des émissaires au camp d'Alterne et Xanthène pour qu'ils nous envoient des renforts. Je suis d'accord avec Numonius. Nous avons besoin d'aide. Pas question. Non, je veux exterminer moi-même ces barbares. Il suffit simplement de sortir de ces bois. Ah, Numonius, tu sépares les civils des légions. Je veux que tu dissolves la colonne en laissant derrière nous tout ce qui pourrait nous empêcher de reprendre notre marche dès demain à la première heure. Je pense plutôt que... Ne pense pas. Obéis à mes ordres. Cet ordre est une autre erreur stratégique, qui sera par la suite mise à son passif. Les flammes n'échappent pas aux espions germains. Arminius, les Romains sont en train de brûler leur équipage. Ils ont fait sortir tous les civils du camp d'étape. Ils détruisent leurs provisions. Qu'est-ce que j'entends? Vite, allons nous armer et pillons-les avant que tout parte en fumée. Bien dit. Mes hommes ont besoin d'un butin. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Vous êtes devenus fous ou quoi? Vous voulez que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent soit réduit à néant? Vous avez accepté de me suivre. Et je vous ai promis de vous mener à la victoire. Mais pour cela, vous devez suivre mes ordres. Le tour de force d'Arminius est d'avoir su amener ses troupes, qui n'étaient pas particulièrement disciplinées, à adopter cette stratégie rationnelle et efficace. Et même si beaucoup, au début, ont dû trouver cette stratégie lâche ou contraire à leur tempérament, ils se sont rangés à la manière de voir d'Arminius. À défaut d'être un héros charismatique, Arminius était assurément un génie militaire. Et aussi un homme déchiré entre deux cultures. Il avait peu de chance face aux Romains, mais il a eu l'audace d'essayer. Le lendemain, les légions lèvent le camp, prêtes à en découdre. Varus abandonne bon nombre de civils à leur sort. A-t-il pensé que les Germains se livreraient au saccage et laisseraient partir ces soldats tranquillement? On ne se bat que contre des gens armés, aurait dit Arminius, selon Tacite.
Aujourd'hui, les historiens pensent que ce code de l'honneur des Germains obéissait à des critères pragmatiques. Les civils qui accompagnaient les légionnaires n'avaient rien d'un acte philanthropique. Ils ont été capturés dans le but d'être échangés plus tard contre une rançon. Ce genre de trafic d'hommes et de prisonniers est une pratique courante dans toutes les guerres. Les prisonniers représentent une main-d'œuvre précieuse. Personnellement, je ne crois pas qu'Arminius ait fait preuve d'éthique ou de noblesse en épargnant les civils. Il a simplement été guidé par des considérations pratiques. Le troisième jour, le temps change brusquement. Des pluies diluviennes bloquent de nouveau la progression bien ordonnée des légionnaires. Leurs armes pesantes comme du plomb réduisent encore leur mobilité. Arminius et ses hommes, en revanche, sont habitués à ce climat. Dion Cassius écrit « Des pluies et des vents violents se déchaînèrent. Tandis que les Romains luttaient contre les éléments, ils furent encerclés par les Germains. » Arminius déclenche alors une attaque d'une violence inouïe. Les Germains s'élancent de tous côtés, jaillissant des sous-bois tels des fantômes. Les Romains n'essayent même pas de se battre ou de secourir leurs blessés. Ils cherchent à sauver leur peau et prennent la fuite. Un chroniqueur écrit: prisonniers des marécages et des forêts, les Romains furent exterminés un par un, par les ennemis qu'ils avaient eux-mêmes massacrés comme du bétail par le passé. Dans la mêlée, Varus perd définitivement le contrôle de la situation. Il n'y a plus de chef, son armée est en déroute. Pourtant, les sources historiques ne parlent pas d'un échec du général romain. Elles mettent le triomphe d'Arminius sur le compte des circonstances, ou comment la météo réécrit l'histoire. Dans tous les récits de bataille, les forces de la nature sont toujours du côté du vainqueur. Le perdant peut dire en toute bonne foi qu'il n'a pas échoué face à son adversaire, mais qu'il a dû s'incliner devant les éléments déchaînés. Le fameux général Hiver, incriminé lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, relève de la même volonté de dédouanement. Dans le cas des Germains, il faut reconnaître que le temps a effectivement pu jouer un rôle. Les Romains étaient lourdement chargés, les Germains habillaient légèrement, preuve que la météo n'était pas si terrible que ça. Mais on peut légitimement penser que le temps a eu une influence. On sait que les Romains n'appréciaient guère le climat des pays du Nord. À la grande question, les Germains sont-ils un peuple d'immigrants ou indigènes? Tacite a clairement répondu qu'ils étaient forcément nés ici.
car selon lui, personne n'aurait l'idée d'immigrer dans un pays doté d'un climat si épouvantable. En l'espace d'une seule journée, les légions de Varus essuient 2 violents assauts. Varus comprend qu'il ne peut plus vaincre. Au mieux, il peut espérer éviter la débâcle imminente. Lorsque la cavalerie de Numonius arrive enfin sur le champ de bataille, le préfet trouve un général désorienté. Préfet, que devons-nous faire? Si nous ne quittons pas au plus vite ces forêts, nous sommes perdus. Nous avons absolument besoin de renforts. Avec mes cavaliers, je vais essayer de rejoindre une base, avant que nos chevaux ne finissent par mourir d'épuisement. Va. À bientôt. D'après les sources, Numonius n'a pensé qu'à se sauver lui-même. Il abandonna l'infanterie sur place et prit la fuite en direction du Rhin. Mais la mort rattrapa brusquement le traître, écrit Paterculus. Arminius semble toujours avoir une longueur d'avance sur Varus et Numonius. Une autre embuscade attend les cavaliers en fuite. Arminius ne veut épargner personne. Les légionnaires ignorent tout du carnage. Ils tentent désespérément d'arriver à terrain découvert en marchant la nuit. Ne pas cesser d'avancer. Avec pour seule obsession, quitter ces bois maudits. Les Germains les talonnent. Ils savent dans quelle direction acculer les Romains. La marche forcée de nuit est payante. Après 3 jours de marche, la forêt s'éclaircit. Le terrain s'aplanit. Ça y est, on s'en est sorti. L'espoir renaît. Mais pas pour longtemps. Nous voilà sauvés. Oui. On retrouve enfin un terrain dégagé. Regardez Varus. Varus avait sûrement compté sur Numonius. Mais l'anéantissement de sa cavalerie éteint cette dernière lueur d'espoir. Arminius fait sentir aux Romains qu'ils sont toujours pris au piège et que la mort les guette. Nous supposons aujourd'hui que Varus et le reste de ses légions ont franchi le massif du Vienne le 3e jour pour atteindre la plaine d'Allemagne du Nord avant de bifurquer à l'ouest vers le Rhin. Ils ignorent qu'ils se dirigent vers un rétrécissement, un passage étroit uniquement franchissable sur une largeur de 80 mètres, entre des collines au sud et un immense marécage au nord. Récemment, les archéologues ont découvert ici les restes d'une palissade. C'est derrière ce rempart qu'Arminius et ses guerriers ont guetté Varus pour lui porter le coup de grâce. C'est du moins l'hypothèse des experts. Ils ont exhumé des milliers de clous et de morceaux de métal d'origine romaine, des objets de la vie courante comme des ciseaux, mais aussi des pointes de lance et des outils. Mais la plus belle pièce trouvée est le masque d'un casque de cavalier romain en plaqué argent.
Pour un archéologue, c'est fantastique d'avoir devant soi 6000 artefacts qui ont un rapport avec le combat. Pour l'instant, nous sommes en train de les examiner pour définir leur provenance et en tirer des conclusions quant au déroulement de la bataille. Tous les indices semblent confirmer la destruction d'une armée romaine. Et ces indices, si l'on en croit les sources, peuvent très bien être reliés à la bataille de Teutobourg. Malgré l'absence de preuves irréfutables, Kalkriese fut décrété site de la bataille. Le musée local attire les foules. Mais le doute subsiste, même si la datation des pièces de monnaie trouvées sur place conforte le choix de Kalkriese. Sur les 1800 pièces de monnaie trouvées jusqu'à présent, aucune n'était postérieure à l'an 9. Nous avons également trouvé des pièces à l'effigie de Varus, dont on peut penser qu'elles ont dû se retrouver dans le sol à l'époque où Varus était gouverneur, c'est-à-dire entre 7 et 9 après Jésus-Christ. Sur une bande de 10 km bordant le massif du Vienne, des traces de combat ont été attestées par les scientifiques, lesquels se sont fondés sur ces découvertes pour reconstituer le scénario du 3e jour décisif de la bataille. Hors de la forêt, les Germains continuent d'attaquer les flancs des légions romaines, ou plutôt ce qu'il en reste. Les légions fuient droit devant elles, vers le goulet de Kalkriese. Tandis que les Romains quittent la forêt et se remettent en ordre de bataille, Arminius ordonne à ses hommes de lancer l'assaut décisif. Ils arrivent. C'est maintenant, le moment est venu. La liberté ou bien la mort. La liberté ou la mort. Confiants dans la victoire, de plus en plus de Germains se sont ralliés à l'armée d'Arminius, y compris Ségestes, l'ancien allié des Romains. Cette représentation de la noblesse chez les Germains est celle des XVIIIe et XIXe siècles. C'est là que l'archéologie peut permettre de nuancer les choses. Sur un champ de bataille, on se livrait au pillage, on dépouillait même les cadavres. Le butin de guerre était une chose très importante. Les Germains n'ont pas pu résister à la tentation de dérober des métaux précieux, de l'argent, de l'or, du bronze, mais aussi du fer. Contre toute attente, les Germains triomphent des Romains. Quelques 15 000 soldats y ont laissé la vie. Les survivants se traînent à travers la plaine, avec la mort comme seule perspective. Pour Rome, il ne peut y avoir plus grande ignominie. La victoire d'Arminius est sans équivalent. Tacite est le premier à en saisir toute l'importance historique. Arminius fut incontestablement le sauveur de la Germanie. Il ne faut pas rester là. Non, laisse-moi. Il faut fuir. Quant à Varus, il fut tenu pour responsable d'une des plus grandes défaites militaires jamais infligées à Rome. Il se suicida sur le champ de bataille. Paterculus écrit dans un reproche à peine voilé: « Le général mit plus de courage à mourir qu'à se battre. Il se transperça lui-même avec son glaive. » Après 3 jours de combat, le sang continue de couler. Les Germains victorieux écument le champ de bataille pour dépouiller les morts et les moribonds de leurs armes et armures. Allez, plus vite, avancez!
Ils offrent des légionnaires prisonniers en sacrifice aux dieux qui leur ont donné la victoire. Les aigles des légions sont roulés dans la boue. Le cadavre de Varus est profané. Voici la tête de Varus. Sa tête sera envoyée à l'empereur Auguste. Comment Rome allait-elle réagir à cette infamie? Allait-elle riposter? À l'heure de sa victoire, Arminius est le chef incontesté des tribus germaniques. Mais peut-il se fier à ses partisans? La conséquence à court terme de la victoire d'Arminius est qu'Auguste a renoncé à occuper la Germanie jusqu'à l'Elbe. Il a très vraisemblablement subi des pressions et des résistances intérieures. Beaucoup à Rome disaient qu'on ne pouvait pas laisser passer cette insulte et qu'il fallait contre-attaquer. Mais Auguste a estimé que cela n'en valait pas la peine. La Germanie n'avait pas grand-chose à offrir et les Germains finiraient bien par s'entretuer. Il suffisait de mettre le plus faible du côté de Rome, il finirait par se chamailler avec le plus fort, les Romains se frotteraient les mains, ils seraient débarrassés des Germains. 6 ans plus tard, en l'an 15, les légions romaines reviennent sur le lieu de la débâcle. Tacite décrit les découvertes macabres faites par les soldats sous le commandement de Germanicus. Au milieu du champ, des ossements blêmes gisaient épars. Des crânes étaient cloués aux arbres, autels des barbares sur lesquels ils avaient massacré tribuns et centurions. Germanicus fait inhumer les restes des dépouilles et rend un dernier hommage aux soldats tués. Un peu moins de 2000 ans plus tard, des archéologues ont découvert, à Kalkriese, des fosses remplies d'ossements. Ils appartiennent presque exclusivement à des hommes et portent la trace de traumatismes violents. Ils ont longtemps été soumis à l'érosion avant d'être enterrés. Est-ce là la preuve que Kalkriese est l'emplacement de la bataille de Teutobourg? Une autre découverte soulève une nouvelle interrogation. Sur la plaque du fourreau d'une épée, un soldat a gravé le nom de son unité, la Première Légion. Cette Première Légion est inconnue à l'époque de la bataille. Jusqu'à présent, on croyait qu'elle n'avait été reformée que plusieurs années après la bataille. Cette découverte indiquerait que le site de fouille de Kalkriese est postérieur. Germanicus retrouva le lieu de la bataille en l'an 15. Mais il échoua en tentant de venger Rome et de soumettre les Germains. Grâce à ses qualités de fin stratège, Arminius resta le vainqueur de la guerre germano-romaine. Germanicus fut rappelé à Rome, l'Empire romain se retira derrière le Rhin et la Germanie ne devint jamais province romaine. C'est pourquoi la bataille de Teutobourg est considérée comme l'une des plus cruciales de l'Antiquité. Elle déboucha sur une partition culturelle du continent qui restera longtemps prégnante. Dans le parc archéologique de Xanten, au bord du Rhin, se trouvait une ville romaine avec des temples, un amphithéâtre et des thermes, un centre de civilisation antique.
De l'autre côté du fleuve, les Germains restèrent ce qu'ils étaient, des hommes libres et impulsifs. Au début, la Germanie est restée à peu près la même qu'auparavant, c'est-à-dire tout sauf un pays unifié. Il a fallu attendre plusieurs siècles pour que se forment les grandes confédérations de tribus germaniques, comme celle des Alamans ou des Francs, lesquelles sont devenues assez puissantes pour vaincre à leur tour l'Empire romain à la frontière occidentale. Arminius paya de sa vie son ambition de créer un royaume germanique. Il fut empoisonné, probablement par sa propre famille. Quand ils n'ont pas d'ennemis communs, les Germains retournent à leur perpétuelle guerre de clans. Aucun souverain ne veut céder son pouvoir et son influence. Une mentalité qui jalonnera l'histoire de cette partie de l'Europe jusqu'à l'époque moderne. Les nobles ont toujours été un problème pour les rois. C'est un phénomène récurrent dans l'histoire de l'Allemagne. Lorsque le Parlement lui propose la couronne impériale en 1848, Frédéric Guillaume IV dit « Qu'en pensent les autres rois ?» Ce qu'en pense le peuple lui est totalement égal, mais il craint la réaction de ses pairs, des autres têtes couronnées d'Allemagne. Cette jalousie, cette rivalité permanente sont des sentiments très fortement ancrés en Allemagne. Arminius fut longtemps considéré comme le héros allemand. En 1875, pleine période des nationalismes européens, on fit construire à Hermann une statue à l'effigie d'Arminius. Cette statue atteint plus de 50 mètres de haut. Arminius a défié et défait l'empire le plus puissant de l'Antiquité, alors à son apogée. Pourtant, on ne saurait rien de ce héros si ses ennemis n'avaient pas fait le récit de son histoire. Tacite, le plus grand historien romain, a trouvé les mots pour immortaliser le Chérusque. Guerrier invaincu, il vécut 37 ans, régna 12 ans, et ses exploits continuent d'être chantés par les peuples barbares. La semaine prochaine, c'est la nature qui sera en guerre. Il y a 75 000 ans, le supervolcan de Toba a bouleversé le visage de la planète. Et si ça recommençait ?